Le chien du jardinier pleure. La belle aussitôt la suit. Nous disons, la belle aussitôt la suit. Le fantôme n'est pas bavard. L'abbé est nerveux. Nous disons, l'abbé est nerveux. Le gigot est cuit. Il y aura 4 pains. La bibliothèque est en feu. Nous disons, la bibliothèque est en feu 2 fois. La villa est silencieuse. L'étoile filante repassera. La dernière heure a sonné. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Français, vous avez vraiment la mémoire courte. Ainsi parlait, il y a quelques 20 ans, de l'hôtel du Parc à Vichy, Philippe Pétain, chef de l'État français. Français, avons-nous vraiment la mémoire courte? Pour qu'une nation libre devienne un territoire occupé, il avait suffi de quelques semaines, de la drôle de guerre à la défaite, de quelques semaines de mai-juin 40. Tandis que se repliait en désordre une armée débordée par cette nouvelle forme de guerre, les panzers poursuivaient leur offensive éclair. Le 14 juin 40, les voitures radio de la Wehrmacht lançaient les premières proclamations de la commande d'Antour. Sous les panneaux de la gare de l'Est débarquaient des fantassins vêtus de vert. 18 juin, 6 heures du matin. Un convoi de Mercedes traverse en trombe une ville morte. Adolf Hitler a inspecté minutieusement l'opéra, médité sur le tombeau de Napoléon, puis s'intéresse à la tour Eiffel. Dès les premiers jours, tandis que barrières blanches et croix gammées imprimaient à la ville le visage de l'occupation, les touristes de l'été 40 découvraient Paris. Et certains Parisiens proclamaient un peu tôt « Ils sont corrects ». Achtung, Vierzon, Ausweis. La ligne de démarcation découpe le pays. Achtung, Vierzon. Au nord, la zone occupée. Au sud, la zone non occupée. La zone nono. Là règne le régime de Vichy, mélange des tendances rétrogrades du vieux maréchal et du machiavélisme de Pierre Lavat. 15 jours après l'armistice, on s'était empressé de signer les actes constitutionnels qui enterraient la République. La révolution nationale commençait. Le régime se grise de serments. Serment de la Légion, serment d'allégeance des préfets au maréchal. Dans le cadre baroque d'une ville d'eau, loin des fracas du monde en guerre, dans ses hôtels devenus ministères, le régime poursuit ses songes et rêve au salut de l'Empire. À l'agriculture, un ministère qui a pris de l'extension, les dossiers du retour à la terre s'amoncellent dans les salles de bain. Mais les secrets d'État sont bien gardés. Le secrétaire d'État, M. Borotra, n'hésite pas à donner à la jeunesse l'exemple de l'effort. En 40, les hépatiques se pressent comme l'année dernière à Vichy. Mais ils ont davantage de distractions. Monseigneur Valerio Valéry, l'amiral Darlan, qui a jeté l'ancre entre l'amirauté et la source Épar. Les jeux de la capitale du foie manquaient de noblesse. La capitale de la zone libre s'efforçait de recréer les fastes de Paris avec ses élégantes, ses turfistes et ses parieurs qui déjà se demandaient anxieusement s'ils avaient joué le bon cheval. La réalité quotidienne n'est pas si brillante. Carte interzone, Tourment des voyages de ravitaillement dans les trains bondés, nuit dans les salles d'attente ou sur des billards. on peut parfois louer un wagon-lit à l'arrêt et rêver là des voyages en sleeping d'avant-guerre. La pénurie s'est installée et chaque jour exige plus d'ingéniosité.
C'est sous le signe de l'ersatz que naît la génération de 40. Le Secours national fait ramasser les vieux vêtements par des boy scouts, mais le pays, sans charbon et sans laine, grelottera l'hiver 40. Du reste, ces souffrances que nous octroyait la guerre et la défaite n'étaient pas pour déplaire aux prophètes de l'expiation. Vous souffrez et vous souffrirez longtemps encore, car nous n'avons pas fini de payer toutes nos fautes. Bref, il fallait expier. On expia, Il faut emblaver les jachères. Proclamait l'inimitable maréchal. on emblava. Le rêve du citadin restait naïvement terre à terre. Mais il y avait beaucoup de hargne contre le monde moderne chez ce vieillard qui prêchait le retour à la terre. Travail, famille, patrie. Le régime veut des enfants, et le maréchal qui n'en a pas cultive volontiers l'art d'être grand-père. Père spirituel de la nation, il inflige en septembre 40 le même devoir Épineux. à tous les écoliers de France. Et chaque jour, dans chaque école, on levait fièrement les couleurs. Devant des enfants aux joues pâles. Un compromis entre le scoutisme et le service militaire. La rude vie des chantiers de jeunesse invite à la régénération de l'âme et du corps. Là, sous la conduite de leur chef, les jeunes découvriront les mâles vertus des coupeurs de bois. Mais parfois, les rudes forêts s'ouvrent à d'autres enchanteurs. Quand Joe Bouillon leur apporte les rumeurs de la ville. Alors les gars, à la soupe. Une, deux, avec les paroles à bien Gonpier-Bonneuil, à 85 ans, le maréchal est au fait des honneurs. Son portrait, par millions d'exemplaires, va agrémenter vitrines et salons. Son effigie, gravée dans le bronze par d'habiles sculpteurs, va fleurir les boutonnières le 1er mai. Le culte de la personnalité se donne libre cours. On démoule respectueusement pour remplacer Marianne à la mairie, un buste qu'auréole la poussière des ans. On baptise à tour de bras. Et un quai de Toulon Et un paquebot, Et un village d'Algérie. et des chênes dans les forêts s'appellent Philippe Pétain. les pièces de monnaie à la Francisque, les timbres eux-mêmes portent le message. Il faut choisir. Les chefs rebelles ont choisi l'émigration et le retour au passé. J'ai choisi la France et son avenir. Bientôt, Montoire venait définir cet avenir. Et déjà, Doriot prophétisait « L'Angleterre est vaincue. Elle ne pourrait... Elle ne pourrait s'en tirer que par une paix blanche. Mais en tant que Français, je ne la souhaite pas, car j'aurais peur qu'elle se fasse sur mon dos. » Depuis que les troupes franco-anglaises encerclées à Dunkerque avaient dû réembarquer, l'Angleterre restait seule au combat. Qu'elle soit envahie, et c'était la victoire totale du nazisme. Et à Dunkerque, déjà, Hitler dévorait des yeux ces blanches falaises. c'était compter sans la ténacité tranquille de George VI et de son peuple. Nous ne nous rendrons jamais, affirmait le Premier ministre.
Pour compenser la faiblesse de l'armée, on formait en hâte des milices civiles destinées à la défense des côtes. Dans cette île qui n'avait pas connu la guerre depuis des siècles, dans ce royaume qui avait poli les valeurs de la démocratie, le nazisme semblait just disgusting, simplement répugnant. Mais le 10 août 40, Göring lançait les escadrilles de la Luftwaffe à l'assaut de l'Angleterre, espérant briser son moral. Jamais, dira Churchill, le destin du monde n'aura dépendu de si peu d'hommes. Dans ce combat où les civils sont en première ligne, le flag britannique va donner sa mesure des usines de l'East End aux avenues de Mayfair. Devant ces résultats insatisfaisants, Göring passe alors au bombardement de nuit. Et chaque soir, au couvre-feu, des banlieusards ferment soigneusement le gaz, abandonnent leur cottage et retrouvent les voisins dans la routine héroïque des abris. Dans le centre, c'est dans les profondes stations de métro que se réfugient des quartiers entiers. Ainsi, Londres passa la nuit de Noël 40. Les docks de la Tamise brûlaient sous les bombes au phosphore. La cité était dévastée. Coventry était rasée. L'Angleterre, comme Carthage, doit être bel et bien détruite. Proclamait de Paris le sinistre Jean-Hérold de Paquis. Chaque matin, il restait aux Londoniens à découvrir les ravages de la nuit. Life as usual. La vie continue. La fière Albion, bien décidée à ne s'étonner de rien, s'est forgée la mentalité du Blitz. Ne vous souciez pas d'Hitler, prenez vos vacances. Si vos genoux tremblent, agenouillez-vous et priez, conseille une secte religieuse. Les pouvoirs publics conseillaient l'évacuation des enfants vers des zones moins dangereuses. Le Nord, l'Écosse. Désormais, les tours de Westminster veillaient sur un camp retranché. Les hommes mobilisés sur l'Atlantique ou en Tripolitaine. Les Anglaises se mirent au travail. Elle stockait les armes que livrait l'Amérique. Roosevelt venait de signer les accords Trébay. Big Ben a beau être bombardé, sur les bancs de la Chambre des communes dévastée, court le grand souffle du civisme et de l'optimisme opiniâtre de Winston Churchill. La campagne V for Victory, V pour victoire, allait bientôt commencer. De nombreux dirigeants européens n'avaient pas accepté la complicité avec l'ordre allemand. La reine de Hollande, la grande duchesse de Luxembourg, le roi de Norvège s'étaient repliés à Londres. Et à la BBC, centre de la guerre des ondes, le général de Gaulle tenait aux Français le langage de la dignité.
devant cet effondrement, deux voies s'ouvraient. L'une était celle de l'abandon et du désespoir. Elle menait à la capitulation. C'est celle qu'a choisie le gouvernement Pétain. L'autre est celle de l'honneur et de l'espérance. À Carlton Gardens, siège de la France libre, affluaient des hommes qui, répondant à l'appel du 18 juin, avaient gagné l'Angleterre par tous les moyens. De jeunes Français, qui avaient traversé la Manche en canoë, étaient reçus par le Premier ministre. Le peuple anglais savait autant témoigner sa sympathie aux forces françaises libres que son mépris pour le gouvernement de Vichy. Mais en 1941, la croix gammée flotte sur l'Acropole. L'Allemagne tient maintenant la totalité de l'Europe. En Grèce, comme en Yougoslavie, la Wehrmacht au repos fête les résultats des offensives éclairs. Si les nazis trouvaient quelques appuis auprès des Oustachis d'Ante Pavelić, les partisans dans les montagnes s'apprêtaient à la guérilla sous le commandement de Tito. Mais en 1941, Rommel est installé en Libye. L'Africa Corps va lancer ses offensives vers l'Égypte. Mais en 1941, la croix gammée flotte d'Oslo au Cap Nord. Quisling instaure en Norvège un régime nazi. Mais en 1941, à Madrid, la victoire franquiste est encore récente et le souvenir de l'intervention allemande. Aux arènes monumentales se pressent d'étranges aficionados pour applaudir d'étranges toréadors. Sur la Riviera, le Caudillo et le Duce se concertent. L'Espagne a occupé Tanger et revendique Gibraltar. Le régime fasciste, vieux de 20 ans déjà, ne s'était pas couvert de gloire. On avait beau amidonner les chemises noires des balayas, le cœur n'y était pas. Mais l'atmosphère italienne reste étouffante. Les actualités allemandes projettent aux Européens dans la misère les images des grandioses réalisations nationales socialistes, autoroutes et Volkswagen. Croisière ouvrière, la force par la joie. Et l'architecture de style Nuremberg promise à la grande Europe. Les sculptures d'Arnaud Brecker font l'apologie de la virilité aryenne. Et de futures mères, soigneusement sélectionnées, s'apprêtent, dans des camps spécialisés, aux joies de la maternité collective. L'ardeur patriotique intensifie le rendement. Je veux voir briller dans les yeux de la jeunesse le regard de la bête de proie, avait proclamé le chancelier. Et les écoliers allemands embrigadés dans les Hitlerjugend y reçoivent la formation idéologique des surhommes nazis. La vie familiale se disloquait. Tandis que le fils poursuivait ses chères études, tandis que le père, entre Athènes, Paris et Varsovie, était fort pris par ses occupations, la mère en usine forgeait l'acier victorieux. Au sein de cette gigantesque mobilisation féminine, on vit même les danseuses de l'Opéra de Berlin pointées à l'usine le matin. La femme allemande se livra à toutes les tâches.
et les institutrices devenaient prêtresses de l'ordre nouveau. Éblouissante ferveur. Mais le dieu sait rester bon enfant. Ainsi, quand débarquent à Berchtesgaden quelques vieux amis, c'est avec une Eva mutine et un fourreur paisible qu'ils se livrent aux joies saines du week-end bavarois. Tandis qu'Adolphe cultive les plaisirs de la famille, Eva et ses compagnes découvrent les émois équivoques du naturisme. Songeant au chemin parcouru depuis qu'un inconnu avait écrit Mein Kampf, Hitler rêvait. Lancer ses troupes vers de nouvelles victoires. 22 juin 41, à l'aube. 4 millions d'hommes se ruent sur le territoire soviétique. Mal préparée au conflit, l'armée rouge va laisser en 2 mois 1 million de prisonniers aux mains de la Wehrmacht. Staline décrétait alors la tactique de la terre brûlée. On ne laisserait à l'envahisseur qu'un désert. On repliait en hâte les usines derrière l'Oural. Les panzers progressent. Ils occupent Kiev et Smolensk. Ils menacent Moscou. S'emparent de Kharkov. sur ces territoires occupés vit un tiers de la population soviétique. Essayant de susciter des collaborations, les pouvoirs nazis rouvrent les églises de la vieille Russie fermées depuis 1917. Ils partagent les terres des kolkhozes à des paysans qui n'avaient pas toujours admis les collectivisations. Le socialisme n'avait que 25 ans. Parfois, la démagogie allemande semblait réussir. Alors venait Hermann Göring en personne, semant la bonne parole dans quelques isbas de la grande colonie de l'Est. Mais le plus souvent, ces timides sourires se figeaient. Tandis que la Gestapo traque et torture les cadres politiques et les juifs, les SS déportent par villages entiers. Mais une nouvelle forme de guerre éclate. Les partisans, soutenus par la population, équipés par les parachutages de l'armée rouge, harcèlent les arrières ennemis. Malgré l'héroïque guérilla des partisans, malgré les succès de l'armée rouge durant la première campagne d'hiver, l'avance allemande allait se poursuivre. Au sud, la Wehrmacht atteindrait dans l'été 42 la région du Caucase et l'Elbrouz, point culminant de son avance. Mais, bien avant sa victoire terrestre, dès 1941, l'Allemagne s'était taillé des succès inquiétants dans la bataille de l'Atlantique.
La Kriegsmarine formait en masse des équipages et produisait bientôt des sous-marins au rythme d'un par jour. À l'affût de leur proie, ces sous-marins s'aventuraient parfois à quelques encablures des côtes d'un pays encore neutre. En cet été 41, dans l'insouciance des vacances, les Américains avaient du mal à s'éveiller aux réalités du conflit. Les sombres épreuves de l'Europe paraissaient si lointaines à travers les lumières de Broadway. Dans ce havre de paix, débarquaient des enfants qui arrivaient de Pologne, de France ou d'Angleterre. New York reçoit des personnalités européennes, H.G. Wells et F. Curie, qui viennent alerter l'opinion américaine. But thousands and millions of French people silently wait, work, pray and hope for the day when, in our country as in yours, freedom will live again. Mais déjà se dessinaient de profonds courants contre les pouvoirs totalitaires. I believe that the Axis powers are not going to win this war. Et soudain, le 7 décembre 41, Pearl Harbor. La guerre commençait pour les États-Unis par le plus grand désastre de leur histoire navale. L'empereur Dieu Hirohito allait étendre ses victoires. La Grande Asie japonaise correspondrait à la Grande Europe allemande. Les enfants nippons marchent vers la conquête des espaces vitaux. En guerre contre la Chine depuis 1937, l'Empire du Soleil Levant a créé une redoutable armée sous le commandement d'une caste de modernes samouraïs. En quelques mois, de Pearl Harbor à l'été 42, tombaient Hong Kong, l'Indochine, Singapour et les Philippines. Je reviendrai, avait dit MacArthur. Mais la Birmanie tombait à son tour. Pour la Chine, dont le gouvernement s'était replié à Chongqing, la perte de la route de Mandalay était désastreuse. À travers les famines et les migrations, l'immense pays poursuivait la guerre. Au nord, dans la guérilla des troupes de Mao Tse-tung, au sud, sous le commandement du maréchal Chiang Kai-shek. L'armée chinoise n'est plus ravitaillée que par la terrible route de Lhasa à travers le Tibet ou par les prouesses des aviateurs américains à partir de Calcutta. La campagne V for Victory, partie de Londres, avait atteint les Indes. L'Angleterre entraînait, au pays des Maharanés, une armée qui allait servir sur plusieurs fronts. « 1942, Paris à l'heure allemande. L'occupation s'est installée à demeure. Dans les grands hôtels, au Sénat ou dans les immeubles réquisitionnés, règnent les états-majors administratifs du général Schomburg, commandant von Groß-Paris. Oberleutnant, Junkers, homme de la Gestapo en imperméable ou soldat en permission. Les frisés, les chleux, les dorifores, les fridolins, les souris grises sont partout. Et les permissionnaires, entre deux combats sur le front de l'Est, visitent inlassablement la ville conquise. Ces touristes bénéficient d'un change exceptionnel. Le taux du mark est fixé à 20 francs. Les uniformes Felgrau flânent sur les Champs-Élysées. Timides, gouailleurs ou entreprenants. Mademoiselle,
Promenade mit mir. Les vieux habitués du Fouquet's, où plastronnent maintenant des officiers à monocle, ont beau retrouver les fiacres d'antan, ils ne reconnaissent plus Paris. L'organisation TOT s'est installée au Marignan. Les salles d'exclusivité sont devenues très exclusives. Soldatonkino, gratuit pour militaires. Le joyeux chant des klaxons s'est tu depuis la défaite. La petite reine règne sur Paris. Le roi des resquilleurs, le populaire Milton, n'a pu trouver d'autre combine. Un vélo neuf coûte 2500 francs. Mais à 4000 francs, on en trouve d'occasion au marché noir. La haute couture se plie aux exigences nouvelles. Richement carrossée pour l'élégante ou ingénieusement modernisée, la bicyclette bat la campagne à la recherche du ravitaillement, assure en ville les transports. Quand apparaît enfin le premier vélo-taxi? Le prix débattu au départ dépend des incidents du parcours. Saint-Lazare-Montmartre vous coûtera 80 francs. Le métro vous eût coûté 1 franc 30. Le vélo-taxi prospère et se perfectionne. Il s'organise en compagnie, on l'appelle au téléphone. Il apporte tout son faste au cortège des grands mariages de 1942. Rêvés par des mécanonostalgiques dans des garages désaffectés, 1000 types de voiturettes apparaissent. À pédale ou à accumulateur. Si quelques privilégiés, comme chevaliers et carpentiers, restent fidèles à l'essence, les automobilistes découvrent les vertus ancestrales du charbon de bois. Gazogène, en grille de radiateur, en remorque ou en cheminée. Gazogène de luxe des voitures de maître. La Prima 4 des beaux jours de Juan Lépin d'avant-guerre, qui consommait 10 litres au 100, fait le plein désormais en stère de chêne ou d'ormeau. La petite famille de Dubout se met au goût du jour. Privée de moteurs, de vapeurs délétères, la ville a retrouvé un calme campagnard. Seuls les moineaux s'y complaisent. La majorité des Parisiens savourent, bon gré mal gré, les joies saines de la marche à pied. Et tout en marchant, songent à la douceur des embouteillages d'antan. Mais ils ont fondu sur les routes de l'Exode. Les transports en commun. L'autobus gonflé de gaz de ville ou le métro qui bat chaque jour des records d'affluence. Le dernier métro surtout, à l'heure du couvre-feu, qui exige de véritables prouesses sportives. Cette promiscuité, hélas, n'épargne même pas les premières. Dans la complicité souterraine des couloirs, la vertu résiste mal parfois aux sollicitations, surtout quand il s'agit d'un jeune comédien. Une industrie cependant tourne à plein. Celle des tickets. Carte d'alimentation pour J2, J3 ou travailleurs de force. 350 grammes de pain par jour. De plus en plus noir.
Ticket de 5 grammes de matière grasse, ticket de viande, de sucre, de lait, de vin, de savon. On s'est inscrit pour toucher la décade de ration mensuelle, 4 paquets de gauloises à 7 francs 50. Mais on en trouve à 80 francs au marché noir. On fumera n'importe quoi. Des mégots, du tilleul ou du topinambour. Le ravitaillement est le souci majeur. C'est le temps des omelettes sans œufs, du café à la chicorée ou à l'orge, sucré à la saccharine. Un légume s'impose qui ne pousse qu'en temps de guerre. Le rutabaga. Pour compenser la pauvreté des menus familiaux, le Secours national distribue dans les écoles quelques pincées de vitamines. Dès 1941, la pénurie s'était aggravée dans les villes. Dans les files d'attente qui s'allongent, il n'est question que de cartes de priorité, de déblocage, de soudure. Le ticket DM de novembre sera-t-il honoré en janvier? Que ticket, contrôle, c'est le triomphe de la paperasserie. Et le soir, les rideaux tirés. Chacun collectionne à sa façon. Mais souvent les cabas restent vides. Reste alors la piètre ressource des restaurants communautaires. Rému participe à une distribution de soupe populaire. La France paie un lourd tribut aux réquisitions de l'occupant. La machine de guerre allemande manque de cuivre. Elle avait déjà déboulonné et fondu les statues. Elle instaure le ramassage des métaux non ferreux. Les souscripteurs se verront attribuer quelques tickets de vin. Dans cette économie de troc à laquelle participe l'administration, les vieux vêtements donnent droit à des points de textile. Dérisoires échanges de la misère. Les assistantes sociales nationales socialistes s'exercent à la démagogie dans les quartiers de la famine. La mortalité dépasse de 46% les normes d'avant-guerre. Dans les beaux quartiers, le boucher, l'épicier sont les puissants du jour dont il importe d'être bien vus. Je ne fais pas de marché noir, ma petite dame, mais si vous émettez le prix... D'étranges conciliabules fixent les cours parallèles. Les équivalences complexes du beurre et du tabac. Mystérieuse tractation où la carte de pain, la vraie, vaut 300 francs. La fausse, 150. Et souvent, le roi du beurre agrandit son tiroir-caisse aux dimensions d'une lessiveuse. Un restaurant de catégorie A, B, C, D, restaurant de marché noir. L'entrecôte se cache sous la purée. Et pour les joyeux BOF, il n'est pas de jour sans. Le cognac sera servi dans des tasses. Lycéens ou J3 des faubourgs, à l'âge où l'on fumait en cachette la première cigarette, sont endurcis maintenant par les difficultés et les facilités de l'époque. Le salaire d'une dactylo se situe entre 1500 et 2000 francs par mois. Voyager, c'est une véritable expédition. Que pour les fiches d'admission, que pour les billets. Ausweis, si vous allez dans la lointaine zone sud. C'est alors l'attaque du train par des citadins bardés de sacs, de valises, qui partent au ravitaillement. Dans les couloirs, les soufflets, les toilettes bondées, c'est le grand combat pour la vie. Mais les gens de bonne compagnie se plaisent à donner à la française la leçon qu'ils méritent aux Azous, d'où nous vient tout le mal. En cet été 42, plus de trains de plaisir vers la mer que barre le mur de l'Atlantique. Aux mains de l'organisation TOT, la villa de famille est devenue blocos. Nous passerons l'été à Paris. À la nostalgie des vacances d'antan disparues dans les nuées, répond en écho la guitare de Django Reinhardt
nuages. La mode de 42 exige de la parisienne la veste sac, le sac en bandoulière et, si elle est terriblement swing, le parapluie. Est-ce pour conjurer les restrictions? Le chapeau se fait volumineux. Turban en ersatz ou capeline en caséine. Avec le retour des fiacres, on redécouvre le style de la belle époque. D'une acide sagesse pour la jeune fille, il accuse par ses drapés les charmes de l'âge mûr. Chez Jeanne Lanvin, la collection de printemps est réduite par la pénurie à quelques modèles. Mais la peste soit de la pénurie. Le grand Antonio sculpte, d'après l'antique, des coiffures en hauteur. De la tête aux pieds, la peste soit de la pénurie. Les chaussures compensées compenseront cela. À la recherche de la souplesse, car madame, pour ce modèle, il faut un bon. Les bottiers proposent à monsieur la chaussure articulée à triple semelle. Mais puisqu'on teint le pied, on va teindre la jambe, affirment les esthéticiennes. Le bas au brou de noix ne plisse pas. Le bas au brou de noix est lavable. Le bas au brou de noix est indémaillable. L'illusion est parfaite. Adieu les jartelles. Pour la promenade, dans les rues obscurcies, la chaussure blackout propose ses feux de position. La peste soit des restrictions. La laine du chien préalablement tondue est, dans un premier temps, lavée à grande eau par des spécialistes, puis c'est l'opération du tissage au rouet et l'insertion du fil ainsi obtenu sur le métier jacquard. Enfin, c'est la teinture, le peignage et l'après. Chapeau de papier journal. Rencontrer René Steph Passeur est un double plaisir, assurent les vieux Parisiens. On peut, en papotant, lire aussi son journal. Grand Prix d'Auteuil. Au pesage, le vert des tuniques militaires se mêle au chatoiement des élégantes. Mais c'est sur les boulevards qu'ont lieu cette année les courses de trot attelé. Les plaisirs du dimanche occupé sont rares. Au Colisée, dont le sous-sol est solidement tenu, ainsi que le pam-pam par les azous, on peut déguster des vins doux saccharинés. Mais le loisir principal des Parisiens, c'est le cinéma. Madeleine Sologne, Sessue Hayakawa, Georges Carpentier inaugurent une nouvelle salle. C'est l'âge d'or du cinéma français. Les films américains sont interdits et l'Allemagne essaie en vain d'imposer les navets de la Continentale. C'est à cette époque qu'un édit interdit de fumer dans les salles. Mais qu'aurait-on fumé? Le music-hall bat aussi ses records d'affluence avec Édith Piaf. Regardez mes mains, des mains de pauvre. Charles Trenet. C'est la romance de Paris, au coin des rues, elle fleurit, que tout le monde en ait épeuré. C'est la romance de Paris. Nous aussi. Laisse-moi faire la mousse, à l'Europe, de l'Europe, je t'adore avec toujours. Reste là, mon amour, pour toujours. Près de là. Rému. Moi, je vais vous raconter une histoire parisienne. Un jour, j'étais dans le métro, et il y avait à côté de moi un monsieur avec une grande barbe. Tout d'un coup, il rentre un petit bonhomme qui s'accroche à sa barbe, l'attrape par là, et le métro s'en va. Au bout d'un moment, le monsieur lui dit, ce jeune homme,
Vous ne voudriez pas lâcher ma barbe? Je ne comprendrais pas pourquoi vous descendez. Miss Tinguette dans son classique numéro de danse réaliste. Maurice Chevalier, qui a renié Prosper Yoplaboum, chante maintenant « Y a de la joie ». Il a certes conservé de fidèles auditeurs, mais les jeunes préfèrent le swing. C'est le cri de tout Paris qui chante et qui sourit. Mademoiselle swing, mademoiselle swing, mademoiselle oublier tout aussi de Van Swing aussi. Il faut braver le destin en chantant avec entrain ce refrain de demain. Le swing, mademoiselle. Paris Peinart. Les occupants préfèrent décidément Tabarin. Jawohl, prima. Pigalle à l'heure du couvre-feu. Au Grand Jeu ou chez Ève, spectacle de 21h à l'aube. Si vous n'avez pas l'addition avant le dernier métro, vous êtes là jusqu'au matin. La danse est interdite, mais le spectacle est permanent. Dans le soir en émoi, va lui chanter pour moi la chanson de mon rêve. Otto et Gunther découvrent la noce à bon compte. Pour être heureux, le temps est si court. Dis-lui que le printemps ne dure qu'un instant et malgré nous s'achève. Dis-lui, jolie petite parisienne, laissez surprendre son cœur. Mais qu'il est lointain l'écho des beaux jours. La nuit du blackout ne résonne que du sifflet du chef d'îlot, des semelles de bois qui se hâtent vers le dernier métro. et parfois aussi dès le signal de fin d'alerte, on quitte ces caves sans charbon pour des appartements sans chauffage. Malgré les Canadiennes et les poêles à sueur de bois, on claque des dents en famille. Mais l'ingéniosité n'a pas de limite. On établira un bivouac dans le grand salon. Morne soirée d'une guerre qui s'éternise. Les nouvelles de la BBC ne sont pas très rassurantes. La Wehrmacht avance vers l'Égypte, approche de Stalingrad. Ici, Radio Paris, nouvelles du boulevard. Sacha Guitry triomphe dans N'écoutez pas mesdames. Cécile Sorel, contre vents et marées, perpétue la tradition. Potin du jour, Albert Préjean. Suzy Delair, Junie Astor. Viviane Romance et Daniel Darieux, invités par des confrères allemands, ont quitté Paris dernièrement à la gare de l'Est. Une cordiale réception leur avait été offerte à Munich par Henrik George sur le plateau où l'illustrateur tourne le maître de poste. À leur retour, un charmant cocktail devait les réunir sur la terrasse du Cercle européen. Une rencontre culturelle entre les deux grands pays, un pas de plus vers l'édification d'une France forte dans une Europe unie. Une France swing dans une Europe zazou, diront les ricaneurs. Paris. Sarah Lender, en visite dans la capitale, a rencontré Jean Cocteau, Cécile Sorel, Serge Liffard, Saint-Granier et Maurice Rostand. Commune libre de Montmartre. Marie Caroc vient de recevoir un accueil pittoresque au grenier de Montmartre. André Claveau devait présenter l'hommage de Paris
à la célèbre fantaisiste berlinoise. Tandis qu'à l'opéra comique Franz Lehár en personne dirigeait Au pays du sourire. Heidelberg. Arno Breker a ouvert les portes de son atelier à messieurs Landowski, Von Dongen, Vlaminck, Derain et Despiau. Gageons que cette rencontre fera comprendre à l'école de Paris qu'il est grand temps de quitter les ornières de l'art pourri américano-judéo-bolchevique. Et aux expositions allemandes, snob de tâter des styles nouveaux, ignorant ou voulant ignorer les deux visages du Grand Reich. Ich sage nur so viel, wenn ich das Wort Kultur höre, dann greife ich schon nach meinem Revolver. Ce qui n'empêche pas les équipes de la Propagandastafel de vanter les agréments de la collaboration, dont doutent de nombreux Français. Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Écoutons Alphonse de Chateaubriand. Nous sommes entrés dans un temps d'évolution où les peuples, de par l'interdépendance de leurs innombrables intérêts, se prennent les uns dans les autres, s'articulent les uns aux autres, conjoignent leurs substances, de sorte que de plus en plus, l'Europe s'unifie, ainsi que l'avait prédit Napoléon. Je voudrais que tout ce que je viens de dire servit à éclairer à vos yeux le sens profond du mot collaboration. C'est pour nous le salut. C'est pour nous plus que le salut. Car ce salut ne se rapporterait qu'à notre ancienne vie, tandis que s'ouvrent devant nos yeux les immenses perspectives d'une vie nouvelle. Et le 5 mai 42, le chef SS Heydrich installe boulevard Lannes le sinistre Karl Oberg. Dans les salons du Ritz se concertent les polices françaises et allemandes. La lutte contre les patriotes va s'intensifier. La milice distribue des biens saisis au marché noir, puis va poursuivre sa tâche. Chasse aux gaullistes et attaque de maquis, enflammée par le chef d'Armand. Miliciens, à genoux! Fascistes de tout poil, francistes de Bucard ou Nervi du PPF, marchent vers l'ordre nouveau. L'ordre nouveau, c'est aussi l'antisémitisme des nazis et de leurs valets. De sinistres expositions viennent imposer leurs sanglantes leçons de racisme. Pour justifier le crime qui est en cours, de grotesques figurines s'efforcent de soulever la haine. Tous les arguments sont bons pour flétrir le juif. Celui-ci est issu de métissage accompli il y a déjà plusieurs millénaires entre des Aryens, des Mongols et des Nègres. Et ce monsieur poursuit... Ainsi grossit chaque jour le nombre des Français qui, sachant discerner le juif, pourront se protéger contre ces agissements. Ainsi marqué, recensé, le 16 juillet 42, 20 000 juifs sont conduits au Veldiv. Parce qu'ils s'appelaient Bloch, Veil ou Lévi, 150 000 hommes, femmes et enfants, partent pour les crématoires. Fuir les massacres. Passer la frontière suisse à travers les patrouilles. Trouver un passeur. Certains réussissent. La Confédération helvétique, qui a longtemps redouté une attaque allemande, est un havre de paix au cœur de l'Europe meurtrie. Malgré les restrictions relatives, les rues cossues de Genève sont fascinantes. Taxis, chocolat, films américains et chaussures de cuir. Et que de merveilles pour les enfants de la guerre. Dans le calme des vallées, de jeunes réfugiés juifs, échappés de la tourmente, dansent la hora. Rio de Janeiro, 1942. Un pays encore neutre fête le carnaval. Heureux Cariocas. Varsovie. Depuis 1939, la Pologne a perdu jusqu'à son nom. Le gouvernement général n'est plus qu'une colonie allemande. À Cracovie, à Varsovie, le docteur Frank a instauré un régime de terreur. Le travail obligatoire enrôle de force les paysans.
Et les SS emploient des dénonciateurs professionnels dans leur lutte sans merci contre les résistants soutenus par le gouvernement polonais de Londres. Au patriotisme désespéré de la Pologne répondent rafles et exécutions. Les nazis ont enfermé la population juive de Varsovie dans un ghetto muré. Bientôt va sévir une atroce famine. La révolte du ghetto sera héroïque. Mais les SS réduiront le quartier en cendres. Bien avant la révolte, les nazis venaient puiser au hasard du matériel humain chez ceux qu'ils appelaient Untermenschen, des sous-hommes. Dans les plaines d'Europe centrale, s'alignent au cordeau les baraquements de la mort. Mais l'Allemagne aura la mémoire courte. Et en 1945, on aura beau chercher, personne outre-Rhin ne s'en sentira responsable. Cependant, le Reich installe des paysans allemands dans des fermes polonaises. Et ces nouveaux colons, méthodiquement, instaurent l'ordre nouveau. Dans toute l'Europe, la propagande nazie en quête d'appui militaire essaie de présenter comme une croisade la guerre à l'Est. À Versailles, le premier contingent de la LVF, salué par Laval et Déa, s'apprête au combat contre le bolchevisme et ses complices de Wall Street. Quand, soudain, un résistant, Paul Colette, vient de blesser Laval et Déa. Dans les officines de recrutement s'engagent des fanatiques de la collaboration et de l'anticommunisme et des aventuriers. Ils souhaitent, avec le colonel Puot, l'entrée en guerre de la France dans le camp allemand. Ce qu'est la Légion des volontaires français. Oh, je sais, on l'a traîné dans la boue. Elle porte uniforme Felgraus, cela suffit. On se trompe. Le Veldiv acclame les propos délirants de Jacques Doriot. Avoir 20 ans, vivre à l'époque la plus grandiose de l'histoire humaine et faire le zazou physiquement et moralement. Quelle décrépitude et quelle déchéance! Autre rude penseur, le commandant de Messine. Écrasés, assommés à coups de vérité dans ce peuple qui s'endort, cinglés, flagellés, voyez cette jeunesse désaxée. Monseigneur Mayol de Loupé, aumônier de la Légion. C'est un beau mystère, une chanson de geste qu'écrivent nos gars à la pointe de leur baïonnette, avec l'encre de leur sang, sur cette immense page blanche de la neigeuse steppe russe. Jeunesse de France, comprendrez-vous le spirituel de la Légion française? Si la jeunesse de France le comprenait mal, la jeunesse phalangiste n'avait pas de ces scrupules. Les beaux quartiers de Madrid acclamaient les cohortes qui, 3 ans auparavant, à Teruel ou à Guadalajara, avaient abattu la République. Ils partaient bâtir l'Europe de leurs rêves, de Gibraltar à l'Oural. La Légion Azul traversait fièrement la France occupée. Par les voies des pays satellites, les conquistadores voguaient vers la Russie. Dans les lointaines steppes, la nostalgie allait frapper Pedro González et Ramón Hernández. La guerre éclair s'est enlisée dans les boues de l'automne 42. Les stratèges allemands découvrent à nouveau le général Hiver.
Les communiqués du haut commandement, raccourcissement du front, défense élastique, masquent mal la réalité. Malgré l'apparition du nouveau matériel, la Wehrmacht est condamnée à céder du terrain. Leningrad subit son deuxième hiver de siège. Par moins 30 degrés dans la perspective Nevsky, sous le feu de l'artillerie, la population tient toujours malgré la famine. On avait évacué les enfants en profitant d'une reprise de terrain le long de l'unique voie ferrée qui reliait encore la ville à l'est. Quand la ligne est coupée, des colonnes de camions franchissent le lac Ladoga gelé pour ravitailler Leningrad où les usines tournent toujours. Moscou. Un an auparavant, les Allemands étaient à 20 km du Kremlin. Les administrations qui avaient été repliées à Kuibychev regagnent la ville. Staline a pris le commandement en chef de l'armée rouge. Dans la capitale en guerre que menace encore la Luftwaffe, les moscovites ont transformé leur métro en abri. Dans un Junker abattu, les habitants d'un quartier sinistré se consolent ironiquement. Leur demeure a été fabriquée récemment dans la Ruhr. Derrière l'Oural, les usines repliées forgent nuit et jour une artillerie redoutable et les nouveaux modèles de chars T-34 qui vont rejoindre au combat le matériel américain livré par Mourmansk. Les recettes du Malik Théâtre de Moscou offrent des chasseurs supplémentaires à une flotte aérienne où s'illustrent dans l'escadrille Normandie-Niemen les pilotes français venus de Londres. Dès sa reconquête, le barrage du Dniepostroï, 2 fois dévasté, est remis en état. Partout s'affairent des équipes féminines, dans les usines ou au volant des machines des kolkhozes, aujourd'hui sans hommes. Dans les républiques du Sud, la population offre ses bijoux pour la défense de la patrie. Devant les trophées ennemis exposés sur la place rouge, défile tout un peuple, confiant dans la victoire. Les fastes de l'église orthodoxe reprennent sous les coupoles de Basile le Bienheureux. Le métropolite Serge est élu patriarche en conclave. La vieille Russie vient joindre ses efforts au cadre politique qui explique à la nation le sens de cette guerre. Pobjeda. Vers la victoire contre les hordes hitlériennes, l'armée rouge s'élance. Tandis que Staline réclame aux Alliés l'ouverture d'un second front. À chaque village reconquis, les soldats découvrent les traces lugubres laissées par les derniers commandos allemands. L'armée de libération reçoit les naïfs et émouvants hommages des survivants. L'armée du peuple balayera tout sur son passage. Dans l'attente de l'arme absolue que leur promet le Führer, les Allemands essaient le char Goliath, véritable torpille à chenilles télécommandée. Mais d'autres armes nouvelles, si ingénieuses soient-elles, ne visent plus à l'offensive. New York, 1942. Une Amérique austère a pris son visage de guerre. Tandis que de mystérieuses usines sont en construction à Los Alamos, l'industrie géante, reconvertie en quelques mois, produit à la chaîne forteresses volantes, Liberty Ship, Jeep, Sherman. Le pays
de la civilisation sur roue s'imposent des restrictions d'essence. Sur les autoroutes étrangement vides, des panneaux conseillent l'affiliation au club d'automobilistes. Et si le lundi, les voisins de Miss Jones la conduisent au bureau, c'est elle qui, le mardi, les déposera à l'usine. À l'ombre des derricks, même les magnifiques Texans découvrent la modération. 4 gallons suffiront. Le pays de la libre entreprise imprime des tickets. Dans les queues qui se forment à la porte des drugstores de Brooklyn, on commente les nouvelles. Guam, Wake, convoi de Boys vers l'Angleterre. Les salaires montent, le chômage a disparu, mais des pancartes chantent les litanies de l'Europe. Meatless Thursday. Plus de viande le jeudi à la cafétéria. Rationné. Charcuterie, conserve de viande, beurre. Mais reste en vente libre. Poisson, fromage, volaille. L'oncle Sam vient proposer à Mrs. Jones diverses toilettes. Mais les couturiers les plus smart et Harper's Bazaar lancent sur la 5e avenue une mode à l'ouvriérisme sophistiqué. Les Américaines s'élancent à leur tour vers les rudes tâches des Européennes. L'emprunt de guerre est lancé par des procédés publicitaires. Ce sont des acteurs d'Hollywood qui remettent les bons dans Times Square. Dans le quartier japonais de San Francisco, la crainte de la 5e colonne et l'hostilité du peuple contre les Japs sont telles que l'État de Californie installe une garde. Mais de japonais à chinois, l'erreur est facile. Et ce journaliste se méfie. On internera toutefois les ressortissants japonais. La conscription a été décrétée. La voix d'or de Roosevelt, dans ses causeries au coin du feu, soutient la confiance de la nation. We are going to win this war, and we are going to win the peace that follows. Pour tenir le pays en alerte, les pouvoirs décrètent des exercices de défense passive. Blackout de 9h à 9h20. Dans les couloirs de l'Empire State, le boss et la secrétaire vont connaître dans le noir un avant-goût de la guerre totale. La nuit tombe sur Manhattan, tandis que le soleil de la victoire va se lever sur Alger. Le 8 novembre 1942, 1200 navires débarquent en Afrique du Nord. On arrête les Allemands, et Alger, où Darlan prétend exercer le pouvoir au nom de Pétain qui vient de le destituer. Alger vit des heures joyeuses et confuses. Le 30 mai 1943, le général de Gaulle arrive en Afrique du Nord. Ces conversations avec Giraud viendront clarifier la situation politique et permettre d'instituer le premier gouvernement provisoire de la République. Avec la libération de l'Afrique du Nord et la récente victoire d'El Alamein, l'Allemagne subissait ses premières défaites à l'ouest. Le 11 novembre, les Allemands occupent la zone sud. Le maréchal Pétain a des velléités de protestation, mais reste en place. La marine, entre le déshonneur de la capture et la fidélité à Vichy, choisit le sabordage. Cependant, l'organisation TOT engloutit fiévreusement des tonnes de béton sur les côtes. Winston Churchill a promis du nouveau avant la chute des feuilles de l'automne.
À Marseille, la manie de l'ordre allemand s'attaque au vieux port. En 1943, les bombardements alliés s'intensifient sur le nord de la France et les villes côtières. Ces angoisses viennent s'ajouter à celles d'une occupation qui se durcit. À Vichy, la révolution nationale n'est plus qu'une façade. C'est Laval qui a fait, dira-t-il, une potiche du maréchal qui mène la barque en louvoyant. Lançant de temps à autre un os à ronger à Darnan qui l'assaille. Le madré auvergnat continuera à jouer sur le chantage aux prisonniers. Depuis 3 ans, 1 million de Français dans le morne univers des stalags attendent une libération incertaine. L'Allemagne ne cessera d'utiliser ses captifs comme un moyen de pression politique sur Vichy. Les discours que tient Scapini aux enfants des prisonniers ne les persuaderont pas des bienfaits de l'expiation. Devant l'échec des tentatives allemandes auprès des travailleurs, le Gauleiter Sockel fait lancer par Laval le chantage de la relève. Le départ de 150 000 ouvriers pour l'Allemagne fera libérer 50 000 prisonniers. Mais ce marché de dupes se révèle insuffisant. Laval instaure alors le service du travail obligatoire. Recensement, carte de travail, RAF. Des milliers d'ouvriers et les classes 40 à 42 sont condamnés à rejoindre dans les usines allemandes des millions de travailleurs arrachés à leur pays. Comme beaucoup de réfractaires au STO rejoignent les maquis, la presse intensifie sa campagne contre les résistants. Tandis que les GMR pourchassent les patriotes. L'homme de Montoire assure. Aucun Français ne doit se mêler à ce conflit. Autrement, ce serait lamentable pour vous et pour la France. Mais la résistance continue sa lutte, de jour en jour mieux organisée. Au grésillement des messages personnels de la BBC, au parachutage d'hommes et de matériel venus d'Angleterre, dans la grande fraternité des maquis, combattent côte à côte gaullistes de 40, communistes férocement traqués par Vichy, réfractaires et patriotes qui n'acceptent pas l'ordre nazi. Les précieux containers chargés de mitraillettes Sten vont permettre d'audacieux coups de main sur les communications allemandes. « 4000 hommes sont installés au Vercors. Mais bientôt, les SS attaquent le plateau. Des combats héroïques vont se livrer. Dans la bataille du rail, les cheminots montrent leur civisme. Ils dévient les convois, sabotent et désorganisent les transports de la Wehrmacht. Des hommes au courage tranquille, comme Pierre Semard, fusillés par les Allemands, inscrivent leur nom au long martyrologue de la résistance. La Gestapo interroge et torture, tandis que Philippe Henriot poursuit avec éloquence sa campagne de mensonges. On nous dit que nous ne sommes pas des patriotes, nous qui acceptons le fait de la défaite, qui en avons le cœur aussi meurtri et aussi déchiré que vous, mais qui entendons partir de là courageusement pour faire les efforts nécessaires et remonter avec des méthodes françaises, sous des chefs français, pour assurer un relèvement français. Et c'est vous qui nous dites que nous ne sommes pas des patriotes, vous qui avez tellement perdu la foi dans votre patrie, que vous ne comptez plus que sur l'étranger pour lui rapporter ce qu'elle a perdu. Mais le mouvement de résistance s'amplifie. Et les Français découvrent chaque jour davantage de raisons d'espérer. Vous allez entendre les informations en français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. À Stalingrad, où les combats se poursuivent depuis 5 mois, la récente jonction des 2 corps d'armée soviétiques avait totalement encerclé la 6e armée allemande. Aujourd'hui, 2 février 1943, le général von Paulus a capitulé. Il avait appris hier par radio sa nomination au rang de maréchal. L'état-major soviétique considère la victoire de Stalingrad comme un élément décisif.
Le maréchal von Paulus est prisonnier avec ses 90 000 hommes, survivants des 300 000 qui avaient investi la ville. Par décret du gouvernement soviétique, la victoire sera fêtée sur l'ensemble du territoire. Moscou. Les troupes de la Wehrmacht ont enfin défilé dans la capitale en prisonniers. Allemagne, dernière année. Quand les rescapés du front de l'Est, au hasard d'une permission, retrouvent leur foyer, ils peuvent retrouver les gestes d'antan. Ce n'est plus la même Allemagne. La fabrication en série des membres artificiels ne rendra pas leur jeunesse perdue à ces adolescents qui étaient partis à la guerre en chantant. Pour les Hitlerjungen, fini les vacances d'hiver au Tyrol. C'est dans le brasier de leur ville qu'ils verront brûler la fin de leurs illusions. Sur Berlin qui acclamait la guerre totale s'est abattue. Cologne, La Roure, Hambourg qui brûle au phosphore, reçoivent chaque jour des raids de 1000 forteresses. Chaque jour, quand résonnent sur Unter den Linden les sirènes de l'Apocalypse, les Berlinois reprennent leur vie souterraine. Terrés dans de gigantesques bunkers collectifs, la vie continue, parfois dans une ancienne mine désaffectée. À 696 mètres sous terre se sont repliés ateliers et administrations. Goebbels fait espérer aux ménagères de Berlin un relèvement improbable. Dans les ruines, défilent les nazis pour protester contre les bombardements terroristes des anglo-saxons. On pavoisera ce qu'il reste de rue pour le 56e anniversaire du Führer, son dernier anniversaire. Seid ihr entschlossen, dem Führer in der Erkämpfung des Sieges durch dick und dünn und unter Aufnahme auch der schwersten persönlichen Belastungen zu folgen? L'Allemagne suivra la retraite de la Wehrmacht. L'exode a commencé. L'armée rouge approche des frontières de l'Est. Hitler décrète alors le Volkssturm. La levée en masse des enfants aux vieillards. Ce peuple angoissé qui élève des barricades se raccroche encore à l'espoir d'une victoire devant les promesses de l'arme absolue que fait miroiter le Führer. Les premiers V1 tomberont sur Londres dès le débarquement. Les techniciens ne réussiront pas à construire la bombe atomique. Mais à Peenemünde, dans la Baltique, des expériences se poursuivent qui démoderont définitivement la Blitzkrieg. Les essais sont incertains. Cette fusée retomba tout à côté sur un camp de la Wehrmacht. Mais bientôt, les V2, à 5000 km à l'heure, allaient se ruer à travers la Manche. Londres 44. Les escadrilles de la Luftwaffe ne se risquent plus bien souvent sur le pays.
le vieux lion obstiné est sûr de tenir la victoire. La jeune princesse Élisabeth s'initie devant des parents attendris au mystère des carburateurs. La Grande-Bretagne appuie l'effort soviétique par des livraisons d'armement. Cadeau du royaume à ce bon vieux Joe Staline qui soutient à l'Est ses durs combats. Londres a pansé les blessures du Blitz. Dans ses avenues restaurées marche, très sûr de lui, tout un peuple qui avait refusé le désespoir. Mais la vieille Angleterre vient d'être envahie. Et dans les pubs, le bon peuple de Londres n'a pas fini de s'étonner de l'accent bizarre de ses riches cousins qui ont une stupide tendance à conduire à droite et qui, horreur, mettent de la glace dans leur whisky. La jeune Amérique mène cette guerre comme une gigantesque entreprise industrielle. Et soudain, le 6 juin 1944, l'annonce de l'opération Overlord étonne le monde. Le jour le plus long commence pour le général Eisenhower. Tandis que les troupes françaises découvrent, émues, la terre quittée 4 ans plus tôt, Vichy connaît la fièvre des mauvais jours. La milice se hâte de fuir vers l'Allemagne. Le 20 août 1944 à l'aube, les sidecars de la Feldgendarmerie croisent autour de l'hôtel du Parc. Les modalités de l'arrestation du maréchal avaient été négociées par le ministre de Suisse Touky. À 8h15, après avoir passé sa garde en revue dans le hall de l'hôtel, Pétain, salué par la petite troupe des derniers fidèles de la Révolution nationale, part sous escorte allemande pour Sigmaringen. Le même jour, le général de Gaulle arrive en France près de Saint-Lô. Et reçoit un accueil enthousiaste des populations libérées. Le 17 août, la grève générale commence à Paris. Les Allemands évacuent la ville quand apparaissent sur les murs les premiers signes de l'insurrection. Des barricades s'élèvent dans Paris et plusieurs arrondissements sont le théâtre de violentes escarmouches. Sur les collaborateurs s'abat la colère d'un peuple qui avait supporté leurs méfaits 4 ans durant. Mais parfois, les formes de répression ne sont pas glorieuses. Le 25 août, les blindés de Leclerc arrivent et reçoivent la capitulation de von Choltitz. Ainsi se termine l'occupation de Paris. Elle aura duré 4 ans, 2 mois, 11 jours. Le lendemain, Paris acclame celui qui, dès les jours les plus sombres, seul, condamné à mort par Pétain, à travers 1000 épreuves, avait su grouper la France au combat. La vie reprend dans une ville qui a retrouvé la liberté. Parmi ces GIs qui voguent à l'aventure dans le gai Paris, un lieutenant, Fred Astaire, ouvre le bal de la libération. La reine Wilhelmine revient dans un pays qui a préservé son unité nationale. Aucun maréchal n'avait, Dieu merci, fait don de sa personne à la Hollande occupée. Le roi du Danemark, qui avait conservé sa dignité sous l'occupation, fait sa première sortie dans Copenhague libérée. À Milan,
défilent les bersaglieri engagés dans les forces alliées. Et c'est une véritable libération pour ce peuple qui avait toujours été réticent au fascisme. Prague se révolte. La Tchécoslovaquie subit les Allemands depuis 1939. Dans la ville qu'occupe l'armée rouge, le président Beneš installe son gouvernement. La fière Wehrmacht n'est plus qu'une horde en retraite. Dans leur ruée au cœur de l'Allemagne, les troupes alliées libèrent les Stalags. Parfois, elles découvrent, horrifiées, des camps que la propagande alliée avait déjà évoqués. Mais on s'était refusé à y croire. No fraternization. Pas de fraternisation avec ces gens-là, décrètent les anglo-saxons. Goguenard, les prisonniers défilent devant leurs anciens geôliers. Derrière les barbelés s'entassent des soldats, bien jeunes parfois. Avec la jonction de Torgau où se retrouvaient ceux qui étaient partis de Normandie et ceux de Stalingrad, l'amitié russo-américaine pouvait sembler prometteuse. Tandis que dans le bunker de la chancellerie, Adolf Hitler se suicidait avec Eva Braun, les combats cessaient à Berlin. Dans les décombres de la ville, une terrible famine commence. Au milieu des pillages et des déplacements de population, c'est la fin des rêves du Grand Reich. Vers un avenir incertain part, angoissée, l'Allemagne, année 0. L'ordre russe règne sur la porte de Brandebourg. Göring découvre la civilisation américaine au cours d'une conférence de presse. Werner von Braun, le père du V2, ne s'inquiète pas outre mesure. Il est invité aux États-Unis. Le cauchemar est terminé pour l'Europe. Dans le Pacifique, les forces aéronavales américaines ont reconquis les positions perdues en 1942. Midway, Guadalcanal, bataille de la mer de Corail. Les Japonais lancent alors des pilotes suicides, les kamikazes sur les porte-avions américains. Mais les débarquements se poursuivent et MacArthur revient aux Philippines. La conquête de chaque île exige de féroces combats. Bientôt, les superforteresses vont atteindre le Japon. Dans le brasier de Tokyo, dans l'éclair fulgurant d'Hiroshima, s'annonce la fin du cataclysme et des angoisses de demain. Mais la victoire est là. Elle explose dans les rues de New York. Elle crépite dans les pétards du quartier chinois. Elle hurle sa joie dans l'exubérance de la petite Italie. Elle déroule ses volutes au serpentin des gratte-ciel. Le V de victoire balaie la première nuit de paix. Mais la victoire est là. Elle chante le retour à la paix dans les blés de l'Ukraine. Elle danse sur la fin du cauchemar à Londres et à Paris. Le soleil de la victoire luit sur les pierres froides d'une planète disloquée. Des années sont passées sur ces ruines. Des années qui, malgré les incertitudes, ont ouvert les portes de l'abondance. Mais ces années de misère, de larmes et de feu, les oublierons-nous jamais? Aurons-nous jamais, pour ces années-là, la mémoire courte